Mesdames, Messieurs, nous avons tenu aujourd'hui une rencontre sous le format 2+2, conformément à l'accord qui avait été convenu entre le président Poutine et le président Macron, et notamment lors de leur rencontre au port de Brégançon en août dernier. Le Conseil franco-russe sur les questions de sécurité ne s'était pas réuni pendant longtemps et aujourd'hui, nous avons exprimé l'opinion commune que cette rencontre est particulièrement bienvenue aujourd'hui. Le format 2+2 est une bonne plateforme permettant d'analyser les problématiques qui se posent aujourd'hui, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Et chaque fois que cela est possible, essayer de trouver ou de coordonner les mesures que nous pouvons entreprendre dans les orientations qui nous paraissent nécessaires aujourd'hui. Nous avons accordé une attention particulière aux questions de sécurité dans l'espace euro-atlantique et il y a aujourd'hui des sources de préoccupation et nous considérons qu'aujourd'hui que ces obstacles sont posés par les pays occidentaux et notamment par les États-Unis qui cherchent à contenir la Russie et qui placent des armements à proximité des frontières de la Russie et à élargir l'OTAN notamment en renforçant le flanc oriental de l'Alliance. Nous avons écouté aujourd'hui nos collègues français sur la situation dans l'espace euro-atlantique et notamment l'idée émise par le président Macron lors de son discours aux ambassadeurs fin août dernier et qui vise à former une architecture de sécurité européenne avec la Russie, parce que sans la Russie, et non pas sans la Russie, et non pas en contrepoids envers la Russie. Et nous avons manifesté cet intérêt dans l'espace euro-atlantique, dans l'Eurasie, pour mettre en place une coopération étendue et avec aussi la coopération au niveau de l'OSCE. Et c'est la décision des chefs d'État et de gouvernement pour discuter sur ces questions de sécurité ce dialogue soit se faire sur la base d'une égalité de droit au sein de l'OSCE. Et les États ne doivent pas assurer leur sécurité en présentant des menaces pour les autres États. Nous avons également traité de la question en matière de sécurité stratégique, notamment après la sortie des États-Unis des accords, des traités historiques qui avaient été signés. Et comme l'a dit le président Poutine, nous n'allons pas installer des systèmes antimissiles dans les régions où apparaîtront leurs équivalents de fabrication américaine. Nous en avons parlé avec nos collègues de l'OTAN et nous nous abstenons de toute réaction prématurée. Sur la question du traité New START et sur l'interdiction des armes nucléaires, nous avons également traité de ces questions-là, et notamment sur la non-diffusion, la réunion sur la non-diffusion des armes nucléaires se tiendra l'année prochaine. Nous prenons nos responsabilités dans le domaine de la stabilité nucléaire. La Russie est préoccupée par les perspectives de course des armements au niveau de l'espace. Et c'est un document doctrinal qui a été émis par les États-Unis qui a relancé cette question. Et nous avons demandé à nos collègues français de présenter leur position sur cette orientation. Et en lien avec le domaine spatial, la question spatiale, nous avons appelé nos amis français à traiter de participer aux discussions de Genève avec la Russie et d'autres pays pour adopter un document juridique contraignant limitant l'installation d'armes dans l'espace. En ce qui concerne le traité sur la non-prolifération des armes chimiques, nous avons également
parlé de la coopération et des fonctions du secrétariat technique dont la responsabilité incombe à l'ONU. Nous avons procédé à un échange de vues tout à fait constructif sur la question du Proche-Orient et sur le fait que le règlement politique en Syrie demeure prioritaire et n'a pas d'équivalence sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de poursuivre nos travaux de coopération et de coordination en matière de lutte contre les terroristes et de mettre en place les opérations humanitaires pour favoriser le retour des réfugiés en Syrie et le processus politique sur la base du Conseil constitutionnel. Nos positions sur la Libye sont extrêmement proches. Toutes les parties sont notamment le parti dirigé par M. Sarraj et M. Haftar, nous sommes bien d'accord sur la nécessité d'instaurer un dialogue pour que la France, la Fédération de Russie et l'ONU qui travaillent en République de Centrafrique, il est important de maintenir ce dialogue pour maintenir la coopération et la paix. Nous avons également traité de la question de l'Iran et nous avons rappelé notre position qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord sur le nucléaire iranien. Et hier, les présidents Poutine et Macron se sont entretenus par téléphone et les deux présidents parlaient de la nécessité de maintenir l'intégralité de l'accord sur le nucléaire iranien avec les intérêts économiques de la République islamique d'Iran qui sont stipulés dans cet accord. Nous avons mutuellement le souhait de faire baisser les tensions dans le Golfe Persique et pour maintenir une sécurité collective dans cette religion et la résolution de tous les problèmes par le dialogue. Nous avons également promu l'idée d'un processus diplomatique dans la région. Il y a aussi le processus d'Astana, mais il y a aussi d'autres plateformes de discussion. Nous avons abordé d'autres sujets de l'actualité, notamment la péninsule coréenne, le Venezuela, la question ukrainienne, et en partant de la constatation de la nécessité de remplir les accords de Minsk dans leur intégralité, et nous escomptons que les nouvelles autorités de Kiev feront preuve de volonté politique pour que les engagements qui incombent à l'Ukraine dans le cadre des accords de Minsk soient respectés, tant au niveau du format Normandie et du format du groupe de contact. Et nous avons noté la partie russe, nous avons noté la déclaration du président Zelensky de vouloir travailler dans le cadre du format Normandie pour commencer un retrait des armements sur la zone qui avait été fixée et ensuite sur l'ensemble de la ligne de contact. Et nous attendons encore une fois le strict respect et complet des accords de Minsk. Nous avons exprimé l'espoir que cette position du président ukrainien sera désormais un vecteur pour la politique de ce pays et que les déclarations qui ont été faites récemment de la part de certains membres de son équipe sur différents aspects des accords de Minsk, disant que cela ne convenait pas à Kiev. Nous espérons que tout cela pourra mener à une discussion saine sur le plan politique. Si on parle des accords de Minsk et non pas du Donbass, mais des relations entre la Russie et l'Ukraine, nous avons tous manifesté notre satisfaction après l'échange de prisonniers, 35 qui s'est
tenu samedi dernier. Cet échange a été salué par tous nos partenaires et nous espérons que cela est un signe positif qui pourra faciliter la situation dans le Donbass et aussi les relations entre la Russie et l'Ukraine qui pourront se normaliser et que les décisions anti-russes qui ont été prises par le président Poroshenko seront levées dans un esprit de respect mutuel et de respect des intérêts des minorités ethniques d'Ukraine et de Russie. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes tout à fait satisfaits du travail accompli et avant de commencer nos travaux, nous avons eu des discussions séparées entre les ministres de la Défense et les ministres des Affaires étrangères. Nous avons traité des questions de coopération entre nos deux pays, qu'il s'agisse de coopération économique, de coopération culturelle, avec un certain nombre de manifestations prévues pour l'année prochaine en France, et aussi la coopération régionale entre nos deux pays et d'autres aspects des représentations démographiques et diplomatiques et juridiques. Je vous remercie. Je cède la parole à Monsieur Jean-Yves Le Drian. Madame Parly et moi-même, nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à la réunion du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité. C'est vrai qu'ils n'étaient pas réunis depuis longtemps. Nous sommes ici pour mettre en place un dialogue franc et exigeant, appelé de ses voeux par le président Macron à l'occasion de sa rencontre avec le président Poutine à Brégançon. Ce souhait du président de la République procède de plusieurs constats. Le premier, c'est que la Russie fait partie de l'Europe, c'est une évidence géographique. C'est aussi une évidence historique et culturelle qu'on perd parfois de vue. La Russie doit demeurer un pays fondamentalement européen. Une importante séquence mémorielle qui débutera en novembre devrait le rappeler à ceux qui l'oublient. Nous avons une histoire commune, faite de drames, de tragédies, mais aussi de coopération. Et nous commémorerons ensemble, dans les prochains mois, à la fois les 30 ans de la chute du mur du mur et la réunification de l'Europe et les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale que le président Macron viendra commémorer à Moscou le 9 mai prochain. Et le moment est venu, le moment est propice pour travailler à réduire la défiance entre la Russie et l'Europe, qui devraient être des partenaires sur le plan stratégique et économique, et qui devraient être d'autant plus des partenaires parce qu'il y a beaucoup de liens qui nous unissent, et la France veut agir en ce sens. Le second constat, c'est que nos divisions nuisent à nos intérêts réciproques. Nous avons connu ces dernières années de grandes difficultés avec la Russie, car nombre d'actions, je ne vais pas revenir sur l'ensemble, sur l'Ukraine, sur les attaques chimiques, sur la situation en Syrie, sur l'attaque contre le MH17, nombre de situations nous ont amenés à avoir de la défiance à l'égard de la Russie. Mais nous gardons aussi des intérêts en commun. Et le premier d'entre eux est d'agir en puissance souveraine, actrice de leur propre sécurité et actrice de la sécurité internationale. Et notre conviction est que si nous ne parvenons pas à construire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons dans une tension et surtout dans une défiance stérile, avec des conflits gelés en Europe qui causent chaque année des centaines de morts avec des risques d'escalade militaire incontrôlés. Donc je crois donc, comme le président de la République nous a incité à le faire, à la nécessité de renforcer notre dialogue avec la Russie. Ce doit être un dialogue exigeant, un dialogue sans naïveté, mais un dialogue que nous mènerons dans le respect de nos principes, dans le respect de nos intérêts et de ceux de nos partenaires, en particulier au profit de la sécurité de tous les Européens. Et il est évident que ce dialogue ne sera productif que s'il est réciproque et produira des résultats tangibles et concrets.
Son objectif est à la fois simple et clair, faire en sorte que les principes de la sécurité en Europe, les valeurs de la sécurité soient partagées entre nos deux pays. La reprise des réunions du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité s'inscrit dans cette démarche et le format 2+2 offre en effet un cadre de discussion utile pour évoquer les dimensions politiques et militaires des différents sujets de crise qui affectent nos deux pays et plus largement le continent européen et au-delà. Il ne s'agit pas de mettre de côté les points de divergence, il s'agit au contraire de les formuler pour tenter d'en comprendre les sources et ainsi pour tendre vers leur règlement. Le contexte stratégique actuel est source d'inquiétude. Le traité sur les forces nucléaires intermédiaires a pris fin. Il existe une menace d'un retour à la course aux armements. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de faire l'économie d'un dialogue approfondi sur ces questions si nous voulons retrouver le chemin de la stabilité stratégique. Et c'est dans ce contexte que nous sommes venus proposer à la Russie, au nom du président de la République, un nouvel agenda de confiance et de sécurité. Proposer un dialogue structuré sur la sécurité et la stabilité de l'Europe. Et il nous apparaît qu'il faut, dans cette volonté-là, agir dans 5 directions complémentaires. D'abord, renforcer notre coopération bilatérale dans les domaines prioritaires qui portent déjà des résultats positifs. Je pense aux enjeux de sécurité nationale, comme la lutte contre le terrorisme. Je pense aux domaines de grandes technologies, tels que le nucléaire civil ou les sciences de l'environnement et du climat. Je pense au climat en tant que tel, dans la perspective de la COP25. Je pense à la culture, au renforcement des liens entre nos sociétés civiles. Je pense à la mise en œuvre du dialogue de Trianon. Et nous avons, sur l'ensemble de ces sujets-là, décidé de confier à nos secrétaires généraux de travailler ensemble à cet agenda bilatéral pour qu'il se fructifie et qu'il donne des résultats significatifs rapidement. Deuxièmement, en créant des mécanismes bilatéraux de dialogue et de transparence sur les enjeux stratégiques et de défense afin de prévenir tout risque de malentendu et donc d'escalade involontaire. Cela vaut pour le nucléaire, pour le spatial, pour le cyberespace, pour les forces conventionnelles. Il faut assumer les moyens de notre défense et de la dissuasion, mais d'une façon qui ne soit pas escalatoire. Nous devons donc rester les acteurs responsables de notre propre sécurité à cet égard. Troisièmement, nous voulons agir ensemble vers une restauration progressive de la stabilité stratégique en Europe afin de fonder cette nouvelle architecture de confiance et de sécurité que le président Macron a proposée de ses yeux, car le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité si nous n'avons pas des relations très clarifiées avec la Russie. Quatrièmement, cette architecture de confiance et de sécurité renouvelée doit s'ancrer dans la dimension humaine de notre relation, dans l'esprit des grands principes du Conseil de l'Europe et de la Charte de Paris à la veille de son 30e anniversaire en 2020, car l'Europe, c'est aussi un héritage commun de valeurs et de principes, et c'est fort de cette conviction que nous avons soutenu le retour de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Enfin, et c'est le 5e axe, nous devrons poursuivre notre dialogue pour agir ensemble face aux défis internationaux et aux crises auxquelles nous sommes confrontés à l'extérieur de l'espace européen et contribuer ainsi à renforcer notre sécurité commune. Et Sergueï Lavrov vient déjà d'évoquer l'ensemble des questions que nous avons abordées au cours de la matinée et des crises que nous avons évoquées ensemble. Bien sûr, aucun rapprochement durable entre la Russie et l'Europe ne pourra avoir lieu sans des progrès sur le dossier ukrainien. Nous estimons que le contexte y est aujourd'hui favorable, peut-être plus qu'il ne l'a jamais été en 3 ans. Nous avons constaté ces dernières semaines des avancées significatives. La libération samedi de 70 prisonniers, dont les 24 marins détenus depuis novembre 2018, cette libération est une manifestation concrète que la France avait fortement encouragée. Il est crucial que les partis continuent de mettre à profit ce contexte favorable pour progresser vers la pleine mise en œuvre des accords de Minsk
et nous souhaitons que puisse être organisé prochainement à Paris un sommet en format Normandie, comme l'ont déjà initié nos deux présidents à Brégançon. Voilà l'agenda ambitieux que je suis venu porter aujourd'hui à Moscou avec ma collègue Florence Parly, que nous sommes venus porter au nom du président de la République, un agenda de coopération, un agenda de dialogue, tourné résolument vers l'avenir, un agenda qui ne peut avoir de sens que s'il a des résultats concrets et qui ne peut avoir de sens que s'il se fait dans la réciprocité des avancées communes. Merci de votre attention. Chers collègues, la tenue aujourd'hui de la réunion du Conseil franco-russe sur les questions de sécurité est un événement important, puisque les accords qui sont conclus aujourd'hui montrent que ces dernières années, un nombre de problèmes importants s'étaient manifestés et il était nécessaire de pouvoir coopérer et de se mettre d'accord, et notamment au niveau des ministères de la Défense de nos pays. Et avec Madame Parly, nous avons parlé des questions de sécurité sur le continent européen et aussi sur la ligne de contact entre la Russie et les pays de l'OTAN, notamment en prenant en compte l'échec de la fin du traité sur les armes stratégiques avec le retrait américain, et notamment sur la question du traité New START. Nous sommes d'accord sur la nécessité d'éviter une course aux armements en Europe et sur la nécessité d'éviter des incidents. Le système actuel de coopération et d'entente entre les deux ministères permet d'éviter les situations conflictuelles, et comme il l'a montré ces dernières années. Nous avons également traité de la situation en Syrie et en Afrique, notamment au Sahel, dans la mesure où ces foyers peuvent devenir des foyers de terrorisme avec l'arrivée de nouveaux terroristes. Nous sommes d'accord sur les modes de réaction à ces menaces et nous sommes d'accord sur la nécessité de coordonner nos actions. Il a été question aussi de la situation autour de l'Iran et selon nos estimations, la situation dans le Golfe Persique devrait s'apaiser si les interceptions de tankers prennent fin. Et au niveau politique, il faut évidemment renforcer cette stabilisation et nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre la coopération avec nos collègues français et notamment au niveau des responsables militaires, et parce que renoncer à ces contacts ne fait que croître, ne fait que qu'augmenter l'incompréhension, alors que les deux parties les partenaires sont prêts à discuter. Nous avons remis à notre collègue français un certain nombre de propositions qui pourraient être réalisées à court terme, et nous serons notamment heureux d'accueillir Madame Parly et les militaires français au 75e anniversaire de notre victoire commune sur le nazisme. En conclusion, je voudrais remercier le ministère des Armées de la République française pour sa contribution à la rencontre d'aujourd'hui qui a permis de résoudre certaines problématiques concrètes et d'obtenir un résultat concret. Je vous remercie pour votre attention. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier Sergueï Shoïgou et Sergueï Lavrov
pour leur accueil et pour la qualité des échanges que nous avons eus ce matin. Alors, je ne reviendrai pas, parce que cela a été très bien fait, sur la signification de la rencontre d'aujourd'hui, qui, pour ce qui me concerne, ainsi que le ministre Shoigu, est la première dans ce format depuis 6 ans. Les ministres des Affaires étrangères ont en effet des contacts plus ou moins réguliers, mais ils ont eu des contacts ces dernières années. Mais ceux des ministres de la Défense étaient nettement plus épisodiques. Par conséquent, notre réunion de ce jour n'est pas un geste anodin. Nous devons en avoir conscience et nous devons en tirer le meilleur. Alors, plusieurs objectifs me paraissent particulièrement importants dans la reprise de ce dialogue au plan militaire. Le premier, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de déconfliction. Nos forces sont amenées à se côtoyer en mer, au sol, dans le ciel, et aussi dans l'espace exo-atmosphérique, ainsi que dans l'espace cyber. Il est donc important de pouvoir se parler pour éviter les incompréhensions, les incidents, les frictions. Et pour cela, il ne suffit pas d'avoir un téléphone. Il faut aussi se connaître un peu pour diminuer la défiance et mieux se comprendre. Ce n'est pas toujours facile, car nous n'avons pas toujours la même vision ni les mêmes méthodes. Le second objectif, c'est de réfléchir à comment, à plus long terme, nous pouvons contribuer à améliorer la stabilité stratégique en Europe. Le débat sur l'histoire des 20 dernières années ne doit pas se résumer à des échanges de griefs. Il faut aller au-delà. Et ce n'est pas facile. Chacun a ses préoccupations, chacun a sa lecture. La France, l'Europe, la Russie. Mais nos échanges doivent pouvoir t'aider à repenser l'architecture sur laquelle nous reposons. Et le meilleur signe qu'elle en a besoin, c'est l'érosion inquiétante des différents traités qui en sont la base. Je pense au traité FNI, bien sûr, mais aussi au traité sur les forces conventionnelles en Europe, et à tous ces instruments qui ne sont plus respectés et dont la fragilisation nuit à tous. Nous devons donc renforcer notre dialogue sur ces sujets, mieux connaître nos doctrines respectives et essayer de faire émerger des solutions. C'est une discussion qui doit être prudente, car ces domaines impliquent bien d'autres acteurs que la Russie et la France. Nous le savons, nous le respectons, et nous agirons en transparence avec nos partenaires. Le troisième objectif, c'est de chercher des nouvelles solutions dans les crises régionales où mon ministère est impliqué militairement. Jean-Yves Le Drian a évoqué déjà les crises qui, comme l'Ukraine, ont une importance fondamentale, mais ne font pas intervenir les forces françaises. Je prendrai l'exemple de la République centrafricaine. Certains veulent y voir un lieu de compétition. Nous avons des différences de méthode, mais je veux le croire, nous avons aussi un même objectif: aider les Centrafricains à restaurer l'autorité de l'État sur leur pays. Lorsque nos efforts convergent dans le cadre institutionnel de l'ONU ou bien celui de l'Union africaine, nous obtenons des résultats, à l'image, par exemple, de l'assouplissement de l'embargo sur les armes. Nous pouvons le faire, alors faisons-le davantage. Il en va de même en Syrie, où nous partageons un défi commun, celui du terrorisme, mais où nous avons des approches réellement différentes. J'ai pu ainsi redire notre vive préoccupation sur la poche d'Idlib
et la situation humanitaire. J'ai pu aussi rappeler notre ligne rouge qui est inchangée sur le recours à l'arme chimique. Mais ces différences, aussi substantielles qu'elles soient, ne sont pas une fatalité. Nous devons être capables de réduire les écarts. C'est donc un vaste chantier que nous avons entrouvert ce matin. Mais la qualité de nos échanges me laisse penser que nous sommes peut-être sur la bonne voie. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un chemin aisé. Ce ne sera pas sans accroc ni sans à-coups. Mais si l'on considère que l'on travaille pour une génération, alors il n'y a pas lieu de s'effrayer. Je me réjouis, pour ce qui me concerne, de pouvoir continuer ce travail avec mes collègues ici présents. Je vous remercie de votre attention. Chers collègues, maintenant nous passons aux questions. Bonjour, Thomas Bonnet pour RT France. J'ai d'abord une question pour Monsieur Lavrov. Monsieur le ministre, cette semaine, le nouveau secrétaire américain à la Défense a déclaré que la Russie était une des menaces principales à la sécurité internationale. Et puis samedi, lorsqu'il était en visite à Paris avec Madame la ministre Florence Parly, il a invité la Russie à se comporter, je cite, comme un pays normal. Quels commentaires pouvez-vous faire sur ces propos? Et puis une autre question pour Monsieur Le Drian. D'abord, peut-être voulez-vous également réagir sur ces propos. Et puis sur le dossier ukrainien, vous aviez dit samedi que l'échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie contribuera à rétablir une atmosphère de confiance entre les parties. Est-ce également une étape suffisante pour envisager une levée des sanctions? Je vous remercie. Si la question m'est adressée à propos de M. Sper a déclaré, a appelé à se conduire, la Russie à se conduire comme un pays normal, s'il a dit ça, il a dit qu'il fallait qu'on agisse comme un pays normal et non pas comme les États-Unis. Alors, dans ce cas, est-ce que vous voulez dire que agir comme les États-Unis, ça veut dire bombarder tout l'Irak, la Libye et enfreindre le droit international avec allouer des millions de dollars pour influencer la vie intérieure d'autres pays, avec des milliards de dollars pour promouvoir la démocratie en Russie? Est-ce qu'on aurait dû soutenir un coup d'État illégal, armé, etc., avec l'aide des États-Unis et de ses alliés, lorsque, par exemple, l'opposition ukrainienne avait rompu l'accord qu'elle venait de signer avec la garantie de pays occidentaux. Donc il est important de comprendre ici ce qu'est la normalité dans la bouche de nos collègues américains. Donc c'est un nouveau collègue du ministre de la Défense Shoigu. Peut-être qu'il va ajouter quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que nos chefs d'état-major s'étaient entretenus par téléphone et le chef d'état-major russe, le chef d'état-major américain s'était montré intéressé à travailler avec son homologue russe? Je pense que nous allons peut-être être anormaux encore pendant un certain temps. Je vais simplement réagir sur l'Ukraine. D'abord, pour constater, je l'ai dit dans mon propos introductif, qu'il y ait une fenêtre d'opportunité, il y a une fenêtre d'apaisement. Il y a eu les déclarations du nouveau président ukrainien, que Sergueï Largov a bien voulu relever tout à l'heure, qui sont des déclarations d'apaisement. Il y a un cessez-le-feu qui date du 21 juillet qui est plus respecté que les autres. C'est plutôt une bonne chose. Il y a eu les initiatives prises dans la zone de Stanisław Louhanska qui ouvrent aussi
des chemins de désescalade. Il y a eu les échanges de prisonniers que nous avions souhaités, sur lesquels le président français était intervenu à plusieurs reprises. C'est une avancée. Tout cela crée un état d'esprit. Il faut maintenant le renforcer, le fertiliser, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'une initiative de sommet de Normandie serait opportune dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas encore l'échéance de lever des sanctions. C'est un état d'esprit nouveau, tel que nous ne l'avions pas vécu depuis quand même plusieurs années. Et donc nous nous en réjouissons. Пожалуйста, французский коллега Лекро. Bonjour, une question pour Monsieur Le Drian. Le président Macron a appelé, comme vous l'avez dit, un dialogue sans naïveté avec la Russie. Que fait aujourd'hui la France pour que puissent être assouplies les conditions de détention chez lui de Philippe Delpal, et sur le fond, pour que ce dossier politico-judiciaire soit résolu? Merci. Sur la question de M. Delpal, nous avons évoqué cette situation à plusieurs reprises déjà depuis longtemps avec nos collègues russes et singulièrement avec Sergueï Lavrov, que j'ai rencontré à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Nous estimions que le cas de notre compatriote n'était pas convenable, sa mise en résidence n'était pas supportable, donc il a été décidé de le mettre en œuvre de cette manière, mais de manière difficilement acceptable pour nous. Nous continuons à être très attentifs à ce que les droits fondamentaux de M. Delpal soient pris en compte et respectés, qu'il bénéficie d'un traitement équitable et respectueux de ses droits. Je l'ai déjà dit à Sergueï Lavrov, mais au-delà de ça, c'est aussi la qualité du climat des affaires entre la Russie et la France. M. Delpal est conseiller du commerce extérieur. Il a une activité ici depuis longtemps. Et donc, si on veut renforcer la qualité de nos échanges, la crédibilité de notre coopération économique que j'ai citée en début de propos tout à l'heure, eh bien, le cas Delpal est une épine. Bonjour, j'ai une question à Monsieur Jean Le Drian. La semaine passée, le président français Emmanuel Macron a dit que repousser la Russie de l'Europe, c'est une grande faute stratégique et que le projet européen est impossible sans le lien avec la Russie. Est-ce que ça veut dire que cette réunion 2+2 est dans le cadre de cette ligne française de se rapprocher de Moscou, et à quelle mesure Paris est-elle prête pour rapprocher la Russie, et quand l'agence Sputnik sera accréditée auprès de l'Élysée? Merci. L'observation que vous faites, c'est le 2+2 d'aujourd'hui. C'est à la fois revenir sur un processus qui existait depuis plusieurs années, qui avait été interrompu pour des raisons que chacun connaît. Et c'est une opportunité dans la volonté de relance d'une relation de confiance entre la Russie et la France. C'est un bon outil. C'est un bon outil parce qu'il permet les échanges sur les dossiers les plus fondamentaux de sécurité et de défense. Et il nous permet aussi de parler d'autre chose, puisque à cette occasion, avec Sergueï Lavrov, il l'a indiqué tout à l'heure, nous avons évoqué beaucoup de sujets de coopération bilatérale, y compris des sujets qui ne sont pas bilatéraux, mais qui rentrent dans notre dimension internationale, comme la question du climat, qui est une question centrale et que le président Macron et Poutine avaient évoqué à Brégançon. Donc oui, c'est un bel outil d'échange, de construction, de définition des enjeux. Nous avons aussi
confié les deux présidents à des hauts fonctionnaires, M. Vimon Ujakov, la responsabilité de coordonner l'action qui va être menée sur les différents thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et sur l'autre question que vous posez, je pense que les journalistes de RT exercent en France la liberté dans toute liberté. Ils n'ont pas accès à un certain nombre de lieux en raison d'une vision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui avait cité certains manquements à l'information. Moi, je fais une suggestion. La France respecte totalement ses engagements en matière de liberté d'expression. Elle était à l'origine d'initiatives sur la protection des journalistes au Conseil de l'Europe ou à l'OSCE. Elle s'est félicitée de la déclaration de l'initiative de Reporters sans frontières, déclaration internationale sur l'information et la démocratie. Eh bien, nous pouvons peut-être, avec vous, faire en sorte de poursuivre cette déclaration qui a beaucoup de force et qui pourrait être validée par beaucoup d'États, dont la Russie. Mesdames, Messieurs, s'il n'y a plus de questions, c'est la fin de notre conférence de presse. Merci. Je félicite RT d'avoir été qualifié de journaliste aujourd'hui. Alors,